écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal de la mi-journée présenté par Nassera Medjadel. Bonjour Nassera. Allez, bonjour à tous. L'ANP a perdu un de ses enfants. Le lieutenant-colonel Nasser Bakouche est décédé hier à Adrar dans le crash d'un avion militaire lors d'un vol d'entraînement. Le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du défunt pilote et à l'Armée nationale populaire. Brahim Rada Constantine lui a remis les clés de 800 logements locatifs de la commune de Hamabouziane avant d'écouter un rapport sur la réhabilitation de 3 quartiers, compte rendu dans ce journal de notre correspondante Haït Kerboua. Et en visite de travail d'inspection à l'université de Del Ibrahim, Kamal Badari a inauguré l'Académie des sports et visité les projets start-up et la filière dite économique de cette université. Le déploiement de la 5G examiné hier en réunion du gouvernement, une étape importante pour accélérer la transition numérique Algérie numérique 2030. Le taux de pauvreté en Algérie est de moins de 1% et sera de l'ordre de 0% en 2030, c'est l'ONU qui l'atteste dans un rapport. Nous suivrons bien évidemment l'évolution de la situation en Palestine occupée après les bombardements intenses commis par l'armée sioniste et faisant près de 1000 martyrs. Nous parlerons également, ou nous reviendrons sur la page Ramadan avec la pratique du sport chez les femmes, comment elles s'organisent et à quel rythme. Coup d'envoi également ce soir en culture au Palais de la Culture Moufdi Zakaria de la 14e édition du Festival national de la musique ou de la chanson Chabi. Cette édition rendra hommage au cardinal Cheikh Hadj Mohamed Lanqa. Et puis, sport football, la sélection nationale est à J-1 de son match face au Botswana pour le compte des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026. Nous vous le disiez en titre, l'ANP a donc perdu un de ses enfants. Il s'agit du lieutenant-colonel Nasser Bakouche, décédé hier à Adrar dans le crash d'un avion militaire lors d'un vol d'entraînement. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé à la famille du pilote et à l'armée populaire nationale ses condoléances. Autres condoléances, celles présentées par le chef d'état-major de l'ANP, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général Saïd Chengriha, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de ce drame. Le peuple algérien a célébré hier 19 mars la fête de la victoire après 132 ans de colonialisme. La jeunesse algérienne dans la construction de l'Algérie nouvelle, une thématique d'une conférence de Salah Gouji, le président du Conseil de la Nation, qui l'anime aujourd'hui à l'occasion de la fête de la victoire. Nous aurons à y revenir. De son côté, à propos toujours du 19 mars, le ministre des Moudjahidines a présidé la cérémonie célébrant le 63e anniversaire de la fête de la victoire à la place de la résistance à Alger pour l'Eid Erbiga. Il s'agit d'une opportunité pour se remémorer les sacrifices incommensurables consentis par les Chouhada pour l'indépendance du pays. Nous vous le disions en titre, le ministre de l'Intérieur en visite de travail depuis ce matin dans la wilaya de Constantine. Brahim Rad a remis les clés aux bénéficiaires de logements publics locatifs de la commune de Hamabouziane. Compte rendu tout de suite de Haït Kerboua. Le président de la République porte un grand intérêt au développement de la wilaya de Constantine, au même titre que la capitale du pays. C'est en ces termes que le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales débute son intervention ce matin à la salle du Zénith lors de la distribution de décisions de programme de 800 logements locatifs destinés à la commune du Hamabouziane ainsi que du matériel pour le secteur de la santé. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, a écouté, lors de la deuxième halte de sa visite à Constantine, un rapport sur la réhabilitation de 3 quartiers, Kouhil Lakhdar, Bamboulaïd et le vieux quartier de la Kasbah, confié au bureau d'études Urbaco. Enfin, une visite du président de la République pour la wilaya de Constantine n'est pas à exclure, tant ces projets de développement sont d'une importance capitale pour le développement de la wilaya. Constantine, Hayat Kerboua, Alger Chaîne 3. Autre ministre sur le terrain aujourd'hui, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui s'est déplacé au niveau de l'université Alger 3. Kamal Badari a inauguré à l'occasion l'académie sportive désormais ouverte au public pour permettre de rentabiliser les infrastructures de l'université. Kamal Badari a également visité le centre économique de l'université avec son incubateur et ses PME. Il a remis des attestations aux projets innovants et une somme d'argent pour aider le montage des applications exposées. Hakima Kamel.
Une visite pour inaugurer l'académie sportive et faire le point sur le rôle économique ou la filière économique qu'abrite l'université d'Alger 3. Chacun des projets des étudiants possède désormais son registre de commerce et opère depuis l'université comme start-up ou PME. L'université joue donc un rôle d'incubateur également. L'université d'Alger abrite à ce jour, depuis 2024, 50 entreprises PME et envisage d'en développer jusqu'à 150 grâce aux prestations donc commerciales et au rôle économique. L'université devient en partie une EPIC, conférée comme autre vocation à l'université. L'objectif et le défi à venir, c'est la rentabilité, la création d'une vraie relation entre la recherche scientifique, l'innovation et l'entreprise. Et puis lors de sa visite à l'université d'Alger 3, plusieurs projets sont présentés, la production de pièces de rechange, plastique, le recyclage, la plateforme de freelance avec paiement en ligne, le coffre-fort numérisé et mécanique pour tout usage et l'application sur la vente achat de moutons qui permet de réduire les intermédiaires et maîtriser les prix. Donc on saura un peu plus tard peut-être quelle est la rentabilité justement de cette filière économique au sein des universités. La 5G arrive, les préparatifs liés à son lancement au menu de la réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre Nadel Al-Baoui. Le lancement de la 5G en Algérie, une étape importante pour accélérer la transition numérique Algérie numérique 2030. On écoute Jalal Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Il est contacté par Sami Aloun. Le déploiement annoncé de la 5G en Algérie est une excellente nouvelle, marquant une étape majeure dans notre transformation digitale. Cette technologie révolutionnaire promet un accès ultra rapide à Internet et une fluidité sans précédent des services numériques, permettant une meilleure adoption des innovations telles que la télémédecine, l'industrie 4.0 ou encore les villes intelligentes. Toutefois, cette avancée exige une préparation rigoureuse. La sécurité numérique doit être une priorité absolue car la 5G multiplie les points d'accès, augmentant ainsi le risque de cyberattaque. L'Algérie devra renforcer ses infrastructures numériques et ses capacités en cybersécurité pour protéger efficacement ses données stratégiques. La 5G aujourd'hui est une opportunité exceptionnelle à condition qu'elle s'accompagne d'une politique ambitieuse et proactive en matière de sécurité numérique et de souveraineté technologique. Le taux de pauvreté en Algérie est de moins de 1% et sera de l'ordre de 0% en 2030. C'est l'ONU qui l'atteste en tout cas dans un rapport économique sur l'Afrique 2025 rendu public à l'occasion de la 57e session de la conférence des ministres de la Commission économique pour l'Afrique qui s'est tenue à Addis Abeba ce mois de mars. Le rapport rappelle l'assistance apportée aux couches les plus défavorisées, allocation d'aide, allocation chômage, prise en charge des soins, programmes de logements sociaux notamment. La Foire internationale du commerce africain se tiendra en septembre prochain en Algérie. L'édition algérienne s'annonce intéressante avec la présence d'un pavillon automobile important où seront représentées de nombreuses PME qui jouent un grand rôle dans le soutien des entreprises de construction. Le développement du secteur automobile en Afrique passe par tout un processus. Un accompagnement de certains pays s'impose pour qu'ils aient un cadre juridique législatif à même de développer le secteur automobile. Invité de la matinale, Adel Bensassi, président du cluster mécanique de précision, on parle Anne-Elimane Mendil. Nous avons travaillé notamment avec la CIPA, qui est la Confédération des industriels et producteurs algériens, et avec l'Association africaine des fabricants du secteur automobile. L'association africaine, ça s'appelle AAAM, et c'est elle qui est chargée par l'Union africaine de développer le secteur automobile en Afrique. Il faut savoir qu'il y a des constructeurs majeurs tels que Toyota, Nissan, Volkswagen et d'autres. Il y a aussi des équipementiers et aussi l'écosystème bancaire, puisque Afreximbank, qui est la banque trans-africaine, qui s'occupe justement d'accompagner la AAAM dans le développement automobile. Ça veut dire quoi? Ce sont des véhicules qu'on veut africains pour le marché africain. Alors l'Afrique, c'est 3 400 milliards de dollars de PIB actuellement, c'est 1,4 milliard d'habitants actuellement, c'est uniquement 1,5 million de véhicules par an, et qui vont devenir très rapidement 3 millions, puis 5 millions, et qui doivent être localisés. Localisés comment? En travaillant sur l'élaboration des politiques de développement pays, en accompagnant certains pays pour qu'ils aient leur cadre législatif qui soit à même de promouvoir le développement de l'automobile. Et la deuxième des choses, c'est de travailler aux avantages comparatifs pays.
À l'étranger, l'actualité reste dominée par la situation en Palestine occupée. Plus de 70 civils tombés en martyrs depuis l'aube dans le nord et le sud de la bande de Gaza. L'entité sioniste assassine des civils, principalement des enfants, depuis 48 heures avec la reprise de son agression génocidaire. Suite à la violation du cessez-le-feu signé en janvier dernier, l'entité sioniste a relancé sa machine de guerre. Le bilan provisoire fait état de pas moins de 720 martyrs, dont 200 enfants. Le point de la situation avec Ayman Chakra, analyste politique. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Gaza, malgré la trêve, malgré tout ce qui a été dit par les Américains ou les interlocuteurs arabes, Netanyahou, vous continuez cette guerre, vous continuez ce génocide. Plus de 40 dans 24 heures, plus de 1000 martyrs à Gaza. Bien sûr, la plupart sont des enfants et des femmes. Et aussi, il ne faut pas oublier que depuis plus de 2 semaines, toute l'aide humanitaire est interdite de rentrer sur Gaza par les Israéliens. C'est-à-dire c'est une situation de famine qui touche les gens à Gaza. Ce matin, j'ai entendu des histoires terribles où les enfants ne trouvent pas quoi manger, et avec un silence total du monde entier, y compris les frères arabes. Et la résistance palestinienne, le Hamas dénonce la tentative d'exode forcé menée par l'agresseur sioniste contre la population civile palestinienne. Le Hamas affirme que les menaces sionistes répétées d'expulser le peuple palestinien révèlent la profondeur de la crise vécue par le gouvernement d'occupation du criminel Netanyahou. Des milliers de Palestiniens sont poussés actuellement à quitter leur maison, leur terre, sous peine d'être assassinés. Le témoignage de Ziad Meddour, survivant, se trouvant actuellement au cœur de la ville de Gaza, il en parle à Karima Hasnaoui. 7000 personnes se sont déplacées de Beth Hanoun vers la ville de Gaza, Beth Hanoun au nord de la bande de Gaza, suite à des ordres d'évacuation de l'armée d'occupation, et Khan Younis au sud de la bande de Gaza. Donc il y a 7000 personnes qui se sont déplacées par la force, qui se trouvent dans des conditions inhumaines, dans des tentes déchirées, abîmées, parce qu'il n'y a ni tente ni caravane qui passe par les passages. S'ajoute à tout cela encore la pénurie de la nourriture, de l'eau potable, de médicaments. Donc, situation insupportable pour 2 400 000 Palestiniens de Gaza qui souffrent au quotidien et qui attendent toujours une solution politique. Mais pour le moment, donc, ils sont sous les bombes. Une population effrayée et horrifiée par l'ampleur de ces bombardements. Et le Conseil national palestinien, le CNP, a affirmé que l'escalade dangereuse des crimes de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, la poursuite des massacres dans la bande de Gaza et le ciblage des maisons civiles et des tentes de personnes déplacées hier soir et ce matin par l'armée de l'air, l'extermination de familles entières à l'est de Khan Younis et le bombardement d'une maison funéraire qui a tué des dizaines de martyrs à Beit Lahia au nord de Gaza constitue un nouveau chapitre dans l'histoire du génocide et du nettoyage ethnique au milieu d'un silence international suspect. Retour chez nous pour parler des vacances qui sont là, les vacances de printemps, qui permettent aux élèves et au corps enseignants de faire un petit break avant la reprise. Cette période coïncide avec le mois de Ramadan et les jours de l'Aïd. Comme à l'accoutumée, les parents étaient nombreux ce matin à se diriger vers les établissements scolaires pour le retrait des bulletins. Soraya Arzlen s'est rendue dans un des lycées de la capitale. Ils sont nombreux aujourd'hui à se rendre aux établissements scolaires pour le retrait des bulletins du deuxième trimestre. Samira et Saïd, deux parents comblés par les résultats. Ça va, moyennement, c'est difficile. On verra bien à la fin. Pendant les vacances, non, il n'y a pas de pause pour nous parce qu'on est en classe d'examen, ça continue. J'étais agréablement surpris d'un peu plus de 13,5 pour celles qui sont en première, pour celles qui sont en terminale. Elles tournent après vers les 15, donc 14 et quelques. J'ai vu qu'elles ont fait des efforts. Je suis agréablement surpris, même pendant cette période, le mois de Ramadan, c'est les vacances. Elles se sont quand même organisées, elles ont pris la décision à deux. Elles m'ont informé 1h30 la journée, donc le matin, elles ont droit à la grasse matinée, 1h30 de révision la journée. Au soir, c'est 1h. Pas de répit pour Yassine et Houssine, deux lycéens en classe d'examen qui ambitionnent de décrocher le précieux sésame. J'ai bien travaillé, mieux que le premier trimestre. J'ai dû quand même fournir un peu plus d'efforts. En revanche, j'ai un autre bac à préparer. Je ne pourrais pas vraiment me reposer. Il faut se donner les moyens de la réussite. Mon conseil, ça serait de ne pas tout laisser à la dernière minute. Aussi d'écouter ses parents. J'ai maintenu ma moyenne, tout ce que je voulais pour l'instant. Il y a juste des notes, il faut se le dire, faut quand même améliorer. Mais en général, les bulletins, ça va. Même les vacances, là, d'ici Ramadan, dès le début, obligé de travailler le plus possible pour améliorer les notes. Les vacances de printemps, une occasion pour de nombreux élèves de différents paliers de faire un break et d'entamer le dernier trimestre avant le début des examens de fin d'année.
Avant de passer à la page consacrée au mois de Ramadan, une triste nouvelle nous est parvenue ce matin. L'ancienne journaliste et animatrice à la chaîne 1 de la radio nationale, Fatima Outressal, est décédée à Alger à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Fatima a entamé son long et riche parcours professionnel alors qu'elle était encore étudiante dans la section culture populaire. Elle a rejoint en 1982 la télévision algérienne où elle a assuré la conception et la présentation 2 ans durant de Majallat al-Mar'a, une émission consacrée aux questions de la femme. La défunte collègue a choisi par la suite de poursuivre sa carrière à la radio nationale où elle a marqué les ondes de la radio avec sa voix singulière et son engagement pour la défense du patrimoine national. Elle y présenta d'ailleurs plusieurs émissions spécialisées dont Ayam wa Anram et Reht Tarab. Le ministre de la Communication, Mohamed Mazian, a présenté à l'occasion de la disparition de Fatima Outressal ses condoléances à la famille de la défunte, les condoléances également des collègues de la chaîne 3, Rabbi Yarhamha. Nous vous le disions donc, la page Ramadan avec, pour commencer, cette saisie de près de 2 tonnes de produits alimentaires et 217 litres de boissons impropres à la consommation, saisie depuis le début du Ramadan dans le wilaya Tizi Ouzou. La valeur de la marchandise saisie a été évaluée à près de 506 000 dinars. Les principales infractions concernent le non-respect des conditions d'hygiène et des normes de sécurité et de l'autocontrôle, ainsi que la vente de produits impropres à la consommation. Et à l'occasion du mois sacré, du mois de Ramadan, cette caravane médicale qui a été organisée à Skikda au profit des personnes âgées au niveau de la maison de retraite, des résidents de Dar al-Rahma et des pensionnaires de l'établissement Dar Toufoula al-Moussahafa, caravane sous la supervision du Wali, des médecins spécialistes ainsi que des associations comme l'association des Amis du Malade ou encore l'association pour la promotion de l'enfance et de la jeunesse de Azaba ont participé à cette caravane. Mohamed Tahar Aïssani. En ce mois de Ramadan, une caravane médicale pluridisciplinaire s'est mobilisée à Skikda sous l'égide des autorités locales pour offrir des soins aux plus vulnérables. Saleh Chouf, directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Skikda. Une caravane médicale a été organisée à l'occasion du mois sacré au profit des personnes âgées au niveau de la maison de retraite, des résidents de Dar al-Rahma et des pensionnaires de l'établissement Dar Toufoula al-Moussahafa, des médecins spécialistes ainsi que des associations telles que l'Association des Amis du Malade et l'Association pour la promotion de l'enfance et de la jeunesse de Azaba ont participé à cette caravane. Zarrouqi Mohamed Arbi, directeur de la santé et de la population de la wilaya de Skikda. On a enregistré la participation de 14 médecins spécialistes dans différentes spécialités. Le but de cette caravane était de consulter les pensionnaires d'abord de ces centres par des médecins compétents, le dépistage de certaines maladies et aussi l'éducation sanitaire sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Plus qu'une mission médicale, c'est un élan de fraternité qui rappelle que la santé et la dignité sont des droits pour tous. De Skikda, Mohamed Tahar Aïssani pour la chaîne 3. Concilier obligations familiales, professionnelles et sport, c'est possible pour de nombreuses femmes. Pratiquer le sport relève d'une certaine organisation, mais à quel rythme et durant ce mois de Ramadan? 4 femmes en parlent à Hanan Saïsi. Qu'elles soient joggeuses ou préfèrent le sport en salle, elles sont nombreuses à maintenir le cap, particulièrement durant le mois de Ramadan. Nabila, cette jeune fonctionnaire célibataire, s'est convertie à la routine sportive à domicile. Avec mon body trainer, le sport est un excellent moyen de garder la forme, contrôler son poids et maintenir un bon moral. À 75 ans passés, Khadija, retraitée rencontrée en salle de sport, se maintient en forme en compagnie d'un groupe d'amis. Malgré le Ramadan, je m'organise. Bon, c'est vrai que je peux avoir soif, mais je vais quand même au sport. J'ai beaucoup de copines avec qui je vais. Elles ont compris aujourd'hui que le sport était vital. Activité essentielle pour Mounira, architecte et mère de 3 enfants. Concilier rythme de Ramadan et sport est une question d'efficacité. Tout est une question d'organisation et de priorité. Moi, j'ai appris à optimiser mon temps et à être efficace dans chaque domaine de ma vie. C'est important le sport. Même si j'ai mon emploi du temps qui est chargé, je trouve toujours des créneaux. Et quand on a bien sûr la chance d'avoir des salles de sport, l'important c'est de rester régulière et de ne pas négliger ce temps pour moi. En somme, chacune à son rythme, l'essentiel est dans une bonne hygiène de vie durant Ramadan notamment, où mieux vaut garder l'esprit sportif.
Et direction Tébessa pour parler de cette journée d'études dédiée au classement mondial de l'UNESCO des sites archéologiques de cette wilaya. On écoute Mokhran Mohamed Salah, représentant du ministère de la Culture, au micro de notre correspondant sur place, Bachir Darbassi. Dans le cadre d'un processus que M. le ministre a lancé, il est en train de suivre donc pour la réactualisation de la liste indicative du patrimoine mondial de l'Algérie. Il faut savoir que la liste indicative, c'est l'antichambre pour l'inscription au patrimoine mondial. Donc nous, aujourd'hui, cet atelier, ça va nous permettre de mettre en place une méthodologie de travail associant les différentes parties prenantes pour mettre en place une vision commune, une stratégie commune et mettre en place la synergie des moyens, que ce soit au niveau de la commune, au niveau de la culture, au niveau de la wilaya, pour le bien de ces sites. Et dont les retombées vont revenir certainement sur toute la population de la ville et de la wilaya. Culture, coup d'envoi ce soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria de la 14e édition du Festival national de la chanson Chabi. Cette édition rendra hommage au cardinal Cheikh Hadj Mohamed El Anqa Fatah Boumati. Le Palais de la Culture s'apprête à vibrer au rythme du Chabi avec l'ouverture ce soir de la 14e édition du Festival de la chanson Chabi. Pendant 3 jours, 17 candidats venus des 4 coins du pays monteront sur scène pour faire rayonner cet héritage musical. Cette édition se distingue par une forte participation de la jeunesse, illustrant la transmission de cet art ancestral aux nouvelles générations. Elle est également dédiée à la mémoire de Hadj Mohamed El Anqa, alias le cardinal. Abdelkader Ben Damash, commissaire du festival. C'est un grand hommage que nous devons rendre en reconnaissance à Cheikh Hadj Mohamed El Anqa. Il y aura un livre à l'occasion de ce festival, Inch'Allah, cette édition, Inch'Allah. Et puis en plus, il y a la formation. Parce que le Hadj Mohamed El Anqa nous a toujours dit il faut les jeunes d'abord et la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors cette année, nous avons accentué, c'est-à-dire la formation pour les jeunes. Il n'y a que ça qui peut faire survivre un genre musical. La soirée inaugurale qui se tiendra au Palais de la Culture marquera le coup d'envoi d'un événement où la tradition et la transmission s'entremêlent, confirmant l'ancrage du Chabi dans le patrimoine musical algérien. Et avant d'enfermer les pages de ce 12-13, on va parler sport avec Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour Nasser. On va parler football. La sélection nationale est à J-1 de son match face au Botswana pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En ce moment même, d'ailleurs, les Verts se trouvent à bord de l'avion qui les emmène de Gaborone vers la ville de Francistown où se déroulera justement cette rencontre face au Botswana. Ça sera demain à partir de 14h pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On rappellera que la sélection nationale avait rejoint donc Gaborone depuis mardi. On a effectué 2 séances d'entraînement et aujourd'hui, ce soir, se déroulera cette dernière ultime séance d'entraînement sur le terrain principal où se jouera justement la rencontre de demain et une rencontre qui se jouera à 14h en plein mois de Ramadan. Ça ne sera pas évident donc pour les joueurs de la sélection nationale. D'ailleurs, le sélectionneur national Vladimir Petkovic avait évoqué ce point lors de sa conférence de presse lundi passé. Non è abituale. Soprattutto perché temperatura là è un po' diversa che Algérie. C'est clair que c'est pas habituel, surtout parce que la température là-bas elle est pas comme ici. Mais moi je pars du principe que si c'est comme ça pour nous, c'est aussi pour l'adversaire la même chose. Ce qu'on peut faire, nous, c'est commencer à bâtir l'entraînement de la veille exactement à la même heure du match, éloigner toutes ces difficultés externes et se concentrer exclusivement sur nous-mêmes. Allontanare tutte queste influenze esterne e concentrarsi su noi stessi. Botswana-Algérie, donc vous pourrez suivre ce match en direct sur les ondes d'Alger 3, donc demain à partir de 14h sur les ondes d'Alger 3. Et aujourd'hui, il y aura plusieurs matchs au programme pour les comptes de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec cette rencontre qui mettra aux prises la Libye à l'Angola, ce sera une occasion pour la sélection libyenne de prendre la tête du groupe D. Il y aura également Comores face au Mali. Les Comores qui comptent 9 points et en cas de victoire, ils prendraient tout simplement la tête du groupe I.
Et en basketball, il y aura ce soir 2 matchs du championnat Excellence, messieurs. Absolument, Nassera. Donc début ce soir de la 18e journée du championnat Super Division, messieurs, avec 2 matchs à partir de 22h30. Le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik, qui a déjà validé son ticket pour les playoffs, accueille l'USM Alger à la recherche d'une place qualificative au prochain tour. Et le même enjeu sera dans l'autre match qui mettra aux prises le CR Benissaf face à l'USM Blida. Merci Ali Hamouche, c'est la fin de ce 12-13 week-end. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagné. Merci à Aïcha Amar, Ahmed Dadou à la réalisation, Nassim à la technique, Marim à la régie. Merci également à Ikram qui est au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amin Mounir. L'information revient à 14h. Premier flash, rendez-vous avec Nahla Bekrala. J'aurai pour ma part l'occasion de vous retrouver à 18h. Merci de nous rester fidèles.